Et Patrick Martin, on va bien évidemment parler dans la longueur et dans quelques instants de cette piste de la TVA sociale, mais juste avant, une question d'ordre général pour en quelque sorte planter le décor et avoir votre ressenti sur le message général qui était venu faire passer ce matin François Bayrou, qui dit qu'il va falloir un effort de tous les Français. Est-ce que vous partagez ce constat, cette nécessité en vue du budget de l'année prochaine ? Je le partage, c'est partagé par la Cour des comptes qui n'en finit pas de tirer le signal d'alarme. Et on recevra tout à l'heure Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes. C'est signalé par le Fonds monétaire international avec lequel il ne faut pas jouer, parce que le jour où le Fonds monétaire international arrive, ça fait très mal. C'est arrivé en Grèce il y a quelques années. Et donc tout ce qui peut nous empêcher cette potion amère doit être pris en compte. On n'en est pas à la situation grecque. Mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Tous nos concitoyens ne sont pas conscients qu'ils portent déjà, les nouveau-nés y compris, 50 000 euros de dette publique. Et puis par ailleurs, on a une dynamique économique qui est notoirement insuffisante. Là où la Pologne, cette année, prévoit 3,5% de croissance, on sera à 0,6, 0,7%. Oui. Ça ne suffit pas à rétablir les finances publiques, ça ne suffit pas à payer les investissements, ça ne suffit pas à maintenir l'emploi. Donc le Premier ministre a raison. Souvent, Patrick Martin, les responsables politiques, même quand ils parlent de plans importants d'économie, ont du mal à utiliser des termes comme sacrifice. Souvent donnent l'impression qu'au fond, les efforts pourraient être indolores. Est-ce que le discours de vérité à tenir aux Français, c'est aussi de dire que ces efforts-là, ça va être dur, que ça va impliquer nécessairement des sacrifices dans le quotidien des Français ? C'est terrible de devoir dire ça comme ça, mais on va arbitrer entre des sacrifices relativement douloureux aujourd'hui et des sacrifices beaucoup plus douloureux demain. Mais ça reste des sacrifices. Mais bien sûr. Donc il y aura des sacrifices à demander aux Français. Comment dire, je crois que les Français commencent à être conscients de la situation des finances publiques et de leur dangerosité. Moi, je regarde les sondages et on voit que ce thème a émergé dans les préoccupations des Français. Donc, il ne faut pas prendre les Français pour des ignares ou pour des inconscients. En revanche, il y a du côté des politiques, certains politiques, une forme de déni, une forme de dissimulation, une forme d'inconscience, une forme de calcul aussi. À un moment donné, c'est notre responsabilité collective et j'y inclus les entrepreneurs, j'y inclus le MEDEF, d'appeler un chat et de prendre des mesures à la hauteur de la situation. Et donc d'utiliser les mots qu'il faut. C'est important ce soir qu'à votre place, Patrick Martin, vous utilisiez ce terme, en tout cas vous acceptez qu'il soit utilisé, le terme de sacrifice. Non, et là, pour ceux qui nous regardent ce soir... On peut appeler ça un sacrifice, moi j'appelle ça un effort, un coup de collier. Mais il est indispensable, il est urgent, ce coup de collier. Patrick Martin, on va prendre point par point ce qui a été dit par François Bayrou ce matin. D'abord, sur une question qui vous concerne au premier chef, la question des entreprises et de la fiscalité et de l'effort qui serait susceptible d'être demandé aux entreprises. Le Premier ministre qui dit souhaiter mettre à l'abri les entreprises sur le long terme. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous êtes soulagé? Si l'on suit la logique de François Bayrou, vous devriez donc être épargné du point de vue des impôts, puisqu'il dit qu'il faut ménager, préserver les entreprises. Alors deux choses, le long terme, j'espère que ça embarque le court et le moyen terme. Premier point. Et deuxième point, je rappelle que les entreprises françaises sont les plus taxées parmi tous les pays développés. Le rôle de l'entreprise, quel est-il? Il est de créer de la richesse, il est d'innover, il est d'investir, il est d'employer, il est d'augmenter les salaires. Donc il ne faut pas casser cette dynamique qui est notoirement insuffisante. Je suis rentré cette nuit du Vietnam, où j'étais avec le président de la République. Le président de la République était en déplacement. C'est frappant. Le Vietnam à 8% de taux de croissance. Les Vietnamiens sont insatisfaits. Ils se sont fixés pour 2026 un objectif de 10%. On est dans un autre monde. Les conditions de travail des Vietnamiens ne sont pas exactement les conditions de travail rêvées pour les Mais Françaises et les c'est Français. pas innocemment que je vous parlais tout à l'heure de la Pologne. Je pourrais tout aussi bien vous parler du Portugal ou de l'Espagne. C'est donc possible. Ne nous trompons pas de débat. Il faut que nous préservions et que nous encourageons la croissance. Mais Patrick Martin, préserver la croissance et dire qu'il faut préserver la compétitivité des entreprises, peut-être que ceux qui nous regardent ce soir, ils se disent, attendez, on a un patron du MEDEF qui au début nous dit, oh là là, oui, ça va être dur, il va falloir coup de collier, peut-être pas sacrifice, mais bon, mais par contre les entreprises, alors là, exemptes de tout effort. Mais c'est pas du tout incompatible. Les entreprises, tout le monde doit contribuer, mais les entreprises sauf les entreprises, même les grandes entreprises qui font des profits importants. C'est quoi les entreprises ? Les entreprises, ce sont des emplois, c'est l'irrigation en termes de richesse des territoires, c'est de la promotion sociale, c'est de l'inclusion, c'est le financement, essentiellement le financement de notre décarbonation. Donc il ne faudrait pas, dans une approche réductrice et souvent biaisée, qui n'est pas la vôtre, considérer que l'entreprise, ce sont simplement les actionnaires. Dieu sait si on a besoin d'actionnaires. Mais donc, Patrick Martin, vous refuserez, à la place qui est la vôtre, toute augmentation d'impôts sur les entreprises?
Mais moi, je rappelle que nous sommes les entreprises les plus taxées au monde et que ça freine la croissance. Donc, si on veut aller plus loin, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a en 2025 une croissance en France qui sera peut-être la plus basse de l'Union européenne. Eh bien, si on surajoute aux 13 milliards d'euros d'impôts et taxes supplémentaires que les entreprises se sont vues appliquer 2025, de nouveaux impôts et taxes, eh bien, on aura moins de croissance, on détruira de l'emploi, on n'innovera pas et on se fera distancer, y compris par d'autres pays européens. Est-ce que c'est ça ce que notre population demande? Patrick Martin, venons-en donc à la principale piste évoquée ce matin par François Bayrou, la question d'une éventuelle TVA sociale. Il ne ferme pas la porte. Alors TVA sociale concrètement, cela veut dire baisser les cotisations des entreprises pour alléger notamment le coût du travail et compenser le manque à gagner en augmentant le taux de TVA. Question simple pour commencer, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que le président du MEDEF que vous êtes est favorable à cette idée d'une TVA sociale? D'abord, je m'étonne des cris d'orfraie que poussent certains. La TVA sociale, elle existe déjà. Il y a 54 milliards d'euros de protection sociale qui sont financés par la TVA. J'ajoute que la CSG a été instaurée d'ailleurs par un gouvernement de gauche. Ça a été également un transfert vers la fiscalité du coût de la protection sociale. Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, nos entreprises sont pénalisées parce qu'elles supportent trop de charges sociales. Qui seraient les bénéficiaires d'une TVA dite sociale? Les entreprises en termes de compétitivité. Écoutez, si on regarde notre balance commerciale, d'évidence, on a un problème de compétitivité, donc d'emploi derrière. Ce sera ensuite les salariés, puisque les entreprises payant moins de charges, pour partie, ça favoriserait les salaires nets. Et enfin, j'insiste sur un point qui n'est pas suffisamment souligné, ça bénéficierait à l'État lui-même. Pourquoi? Parce que, par hypothèse, les résultats des entreprises s'amélioreront, elles paieraient plus d'impôts. Donc il y a au moins 3 gagnants dans cette affaire. Donc vous apportez ce soir, c'est important, votre soutien, vous dites oui, c'est une piste intéressante, le MEDEF soutient l'idée d'une TVA sociale. Alors il m'arrive d'être d'accord avec moi-même, c'est assez souhaitable dans la vie. Il se trouve que dès l'été dernier, à notre université d'été, la REF, j'avais moi-même, un peu en avance de phase, demandé qu'effectivement on s'interroge sur le financement de la protection sociale. Pas pour la dégrader, pas pour la dégrader, mais pour recréer de la dynamique économique. Donc vous soutenez sur ce point François Bayrou. On va prendre dans le détail tout ce que vous venez de dire sur les mécanismes qui découlent de cette éventuelle TVA sociale. D'abord, un principe assez simple. Si on augmente la TVA, on augmente le TVA, l'impôt le plus injuste, puisque c'est un impôt proportionnel, et que selon que vous êtes au SMIC ou multimilliardaire, si la TVA passe de 20 à 21, vous êtes frappé de la même manière. Ça veut donc dire qu'on utilise l'outil fiscal le plus injuste qui soit. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah bon? C'est un impôt proportionnel. Oui, donc pas progressif, vous payez, donc moins juste que les impôts qui sont progressifs. Mais vous payez à hauteur de vos dépenses. Et assez normalement, les gens les plus aisés dépensent plus que les gens plus modestes. Premier point. Deuxième point, tout dépend sur quel taux de TVA vous jouez. Je rappelle qu'il y a un taux abattu à 5,5%, voire encore inférieur, et c'est normal pour les médicaments par exemple. On peut très bien imaginer que ce taux abattu ne soit pas, lui, augmenté. En revanche, le taux intermédiaire, le taux de base à 20%, qui, il faut le signaler, est inférieur à la moyenne des pays européens. Il n'y a pas beaucoup d'impôts sur lesquels on est inférieur à ce qui se passe ailleurs. Celui-là, on peut travailler dessus. Et l'expérience démontre dans les pays qui ont augmenté leur taux de TVA que ça a très peu d'incidence sur l'inflation, donc sur le pouvoir d'achat. Alors, pas d'effet sur l'inflation et le pouvoir d'achat, ça voudrait dire au fond, Patrick Martin, et c'est d'ailleurs ce qui, lors des précédents moments où des pouvoirs politiques ont essayé de mettre en œuvre cette TVA sociale, c'est de dire les entreprises vont payer moins de cotisations et donc elles vont pouvoir ne pas augmenter les prix. Est-ce que vraiment, et le représentant des entreprises que vous êtes ce soir, peut dire les entreprises joueront le jeu, même s'il y a une augmentation de la TVA, ça ne se ressentira pas pour le consommateur? Je pense que ça sera essentiellement absorbé dans les marges des entreprises, donc ça viendra annuler une partie du bénéfice qu'on a. Mais il y a un point qui n'est pas suffisamment souligné, c'est que la TVA frappe les importations, on importe pour 700 milliards d'euros par an. Ça c'est vrai que ça favorise les entreprises françaises de ce point de vue-là. Et elle ne touche pas les exportations. Oui. J'en reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, notre déficit commercial. Donc le fait de gagner en compétitivité, c'est aussi un moyen d'accroître la richesse de la France, donc des Français. Mais c'est important ce que vous dites ce soir. S'il y a augmentation de la TVA, ce sera $1 pour le consommateur, puisque les entreprises intégreront cette hausse dans leur marge. Alors tout dépend dans quel contexte ça s'inscrit. Il se trouve que l'inflation baisse considérablement. On est maintenant sur un taux d'inflation de 0,8%. Par ailleurs, il y a une compétition, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a une compétition très rude entre les entreprises, françaises elles-mêmes, françaises et étrangères, parce qu'il y a un marché qui est atone, on a une conjoncture qui est faible. Donc il y a tout lieu de penser que les entreprises consacreraient une partie de ce gain à baisser leur marge. Sauf que Patrick Martin, on a un exemple dans le passé, la baisse de la TVA sur la restauration. La promesse était à l'époque, vous verrez,
ça va avoir un effet formidable, ça va se voir dans les prix. Ça n'a Non, pas mais vraiment moi, fonctionné. en macroéconomie, je suis très affirmatif. Ouais. Si vous donnez aux entreprises des capacités d'investissement accrues, elles créeront des emplois, Mmh. elles généreront de la croissance, et donc ça bénéficiera à la collectivité. Mmh. Ça, c'est académiquement démontré. Il n'empêche que, quand on a un gouvernement qui a passé ces derniers mois à dire il n'y aura aucune augmentation d'impôts, entendre le Premier ministre dire ce matin que c'est une piste, c'est quand même difficile à suivre par rapport à la cohérence de la parole publique. Si vous augmentez la TVA, vous augmentez les impôts. Mais en contrepartie, vous générez du pouvoir d'achat pour les salariés. Mmh. Il y a une, comment dire, Mais ça reste une augmentation d'impôts. et ça reste une augmentation qui sera, je le redis, essentiellement digérée dans des baisses de marge de la part des entreprises. Et ça sera une augmentation d'impôts sur nos importations. Moi, je préfère que ce soit les industriels, les entreprises étrangères qui supportent une partie de la fiscalité française plutôt que l'inverse. Vous parliez il y a quelques instants, Patrick Martin, des cris d'orfraie en réaction à cette TVA sociale. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment imaginer dans le contexte politique qui est le nôtre, celui d'une assemblée morcelée, avec des partenaires sociaux qui, là encore, sont parfois le reflet aussi de ces divisions politiques, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une seule seconde que cette mesure puisse être mise en œuvre? Écoutez, moi je suis par nature optimiste, sinon je ne serais pas chef d'entreprise, et je pense que beaucoup de politiques, en âme et conscience, pourraient se dire, de toute façon, il faudra régler ce problème du financement de la protection sociale, peut-être vaut-il mieux le faire avant l'élection présidentielle que de devoir le faire dans le cadre de l'élection présidentielle ou après. Mais de toute façon, on ne pourra pas se dérober à ce choix. Juste avant de parler de la question des retraites, Patrick Martin, sujet qui a également été abordé ce matin par François Bayrou, un point de méthode sur le discours de gravité globale. François Bayrou continue de penser qu'un référendum permettrait de débloquer les choses et qu'au fond, si les Français étaient interrogés sur ces efforts à faire, eh bien, ils pourraient avaliser ces efforts. Je sais que vous venez de dire que vous étiez par nature comme chef d'entreprise optimiste, mais est-ce que là, c'est pas péché par optimisme, voire par naïveté, que de penser que les Français seraient prêts à avaliser cette potion amère, 40 milliards d'euros d'économies à faire? Je n'ai pas d'opinion sur référendum, pas référendum, etc. En revanche, ce sur quoi je suis affirmatif, c'est sur l'urgence, la nécessité de procéder à ces arbitrages lourds. Donc quoi, vous appelez les responsables politiques, l'opposition notamment, quoi, à la responsabilité, Bien sûr. Mm. Bien sûr, puisque je le redis, vu la criticité de l'état de nos finances publiques, la dérive de notre dette, le creusement de notre déficit, on ne peut pas attendre 2 ans. Je veux dire, on ne peut pas attendre l'élection présidentielle. Patrick Martin, le Premier ministre qui a donc aussi parlé des retraites, pas de tabou, dit-il, mais la nécessité toujours d'un équilibre financier à horizon 2030. Et là, Patrick Martin, on a un peu de mal à comprendre. On a la Cour des comptes qui, vous le disiez tout à l'heure, fait un constat absolument terrible sur la situation des dépenses sociales. Je rappelle qu'on recevra dans quelques instants le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Et on en est encore à se dire qu'il n'y a pas de tabou sur les retraites. Comment peut-on à la fois dire qu'il faut un équilibre à horizon 2030, ne pas dégrader les comptes de la sécurité sociale dont les retraites sont un pan extrêmement important, et dire non, non, mais il n'y a pas de tabou? Alors, la position du MEDEF est très claire. Revenir sur la dernière réforme, qui, je le rappelle, et la Cour des comptes l'a confirmé, ne suffira pas à équilibrer les retraites à l'horizon 2030, c'est extrêmement dangereux. Mais il y a une chose qui n'est pas suffisamment soulignée. Le rendement direct de cette réforme est essentiellement consommé par des avancées sociales, par exemple sur les minimums de retraite. On remet en cause cette réforme, on remet en cause les avancées sociales. Mais le deuxième impact ultra positif de cette réforme, c'est que en augmentant le taux d'emploi, et c'est mécanique, c'est vérifié par exemple sur la tranche 55-60 ans, où on a maintenant en France un taux d'emploi qui est supérieur à la moyenne européenne. On génère de la richesse, on génère des rentrées sociales, on génère des rentrées fiscales, on génère de l'emploi. Donc c'est vertueux à deux égards. Donc discours de vérité, Patrick Martin, vous dites il faut dire la vérité aux Français, on ne repassera jamais à 63 ans. Ça sera jamais un des points d'atterrissage possibles. Tout est imaginable. Moi, j'entends encore ici et là, il faut passer à 62 ans. Si on repasse à 63 ans, si on recule à 63 ans, on creuse le déficit des retraites de 10 milliards d'euros par an. Alors c'est un choix. Alors faut-il le faire par référendum? Mais à ce moment-là, il faut vraiment dire les choses. Il faut dire les choses. Et ce n'est pas votre choix. Il y a les annonces, Patrick Martin, et puis il y a le flou sur là où ces 40 milliards d'euros d'économies pourraient être faits. François Bayrou promet de les présenter début juillet, en évoquant une consultation large des forces politiques, des partenaires sociaux. Je vous avais reçu il y a quelques semaines où vous aviez insisté notamment sur cette piste d'économie que vous proposiez, sur le fait de mettre à contribution les retraités, la question de la fin de l'abattement fiscal pour les retraités. Qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez suggérer à François Bayrou comme principale piste d'économie?
Mais qu'il y ait des économies de fonctionnement évidentes. J'aimerais faire de nouveau à la Cour des comptes. Enfin, ça serait quand même bien que dans ce pays, on écoute un peu la Cour des comptes. On les écoute rarement. Non, mais quand vous regardez, c'est un récent rapport, la gabegie par milliards d'euros d'argent qui part, on ne sait où. Quand vous voyez les frais de personnel de l'État augmenter de 7 milliards d'euros, de 7 milliards d'euros, c'est-à-dire de 6,7% en 2024, alors que les entreprises ont fait le maximum de ce qu'elles pouvaient faire pour augmenter les salaires, mais c'est de l'ordre de 2,5%. C'est 7 milliards d'euros, c'est l'argent du contribuable. Permettez-moi de vous dire que c'est votre argent, que c'est le mien, que c'est celui de chacun. On ne peut plus tolérer que l'État, la sphère publique, la sphère sociale en particulier, soit aussi mal gérée. Et sur les retraités, vous redites, il faut faire, parce que là encore, on sent que politiquement, c'est quelque chose d'extrêmement abrasif. Il faudra pour vous faire contribuer les retraités, en particulier les retraités les plus aisés. C'est une des pistes, mais la piste la plus évidente et la plus nécessaire, c'est de mieux gérer les dépenses publiques, celles de l'État qui a fait des efforts, celles de la sphère sociale qui ne sont pas sous contrôle, c'est le mot qu'a employé la Cour des comptes, et puis les collectivités locales. Commençons par ça. L'enjeu principal, c'est pas d'augmenter les impôts, y compris sur les retraités, c'est de baisser les dépenses. Même si vous défendez ce soir le principe de la TVA sociale. Un dernier mot, Patrick Martin. Tout en et disant j'insiste sur un point, parce qu'il y a une petite musique qui commence à poindre en disant il faudrait augmenter le taux de TVA pour combler les déficits. Ah non, c'est pas ça l'idée. C'est transférer à la TVA une partie du financement de la protection sociale au bénéfice des salariés y compris. Donc ça a un effet nul sur la recherche de 40 milliards d'économies si vous faites ça. Mais bien sûr, à part que c'est un effet positif sur la croissance. D'accord, mais donc dans l'objectif, dans l'objectif de réduire les dépenses, si au fond c'est un jeu à somme nulle. Qui tracte l'économie française? Qui tracte l'économie française? Ce sont les entreprises et les salariés. Si vous voulez, le MEDEF emploie 11 millions de salariés, les 2/3 des salariés du privé. On est un peu concernés par le sujet. Et nos salariés le sont aussi. Quand on voit ce qui se passe avec les taxis en ce moment, où l'objectif de faire 300 millions d'euros d'économie en plusieurs années paraît, sinon impossible, du moins particulièrement difficile, comment imaginer qu'on réussisse à faire 40 milliards ? Je reprends Non mais vous voyez bien la difficulté pour 150 millions d'euros sur une année avec une dépense qui, les chiffres de mémoire, 6 milliards d'euros pour le transport sanitaire, un peu plus de 3 milliards pour les taxis conventionnés. Il est question de faire 150 millions d'euros de la première année, au total 300 millions d'euros d'économie. Blocage de la profession qui refuse à tout prix, une partie de la classe politique qui dit n'y touchez pas. Et ça, on parle d'une dépense pour la première année d'une économie de 150 millions d'euros. Tous nos pays voisins ont fait baisser leurs dépenses publiques en l'espace d'une dizaine d'années de 8 points de PIB. Si je calcule bien, ça fait 250 milliards à l'échelle de la France. Pas du jour au lendemain. Et comment ont-ils fait? D'abord, ça s'est fait sans drame, à part en Grèce, parce que le FMI a pris le manche. Et ensuite, en travaillant sur les frais de fonctionnement de la sphère publique. La digitalisation est un enjeu évident. Quand on regarde les frais de fonctionnement du système hospitalier français et qu'on le compare au système allemand, il y a 8 points de différence sur les frais de fonctionnement. Pas sur la qualité de service, qui s'est dégradée. On peut augmenter les salaires des personnels de première ligne dans la santé, dans la sécurité, dans l'enseignement. Mais il y a une palanquée de fonctions qui ne servent à rien. Et en termes de digitalisation, on est très en retard. Il y a des acteurs privés qui ont des solutions pour digitaliser notre système de santé. Ils ne sont pas écoutés par le ministère. C'est quand même fort de café. Bon, Patrick Martin, visiblement optimiste ce soir, mais on vous réinvitera début juillet, au moment où il sera question non seulement pour François Bayrou de présenter concrètement ces mesures et de voir s'il a la capacité, je sais que vous n'êtes pas un responsable politique, mais de les mettre en œuvre et de les faire voter. Merci Patrick Martin d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde veut savoir.